Le capitaine Reed observait l'écran principal d'un œil fatigué. La petite salle de contrôle du centre de défense de New Haven était devenue son foyer depuis un mois. Le sommeil venait rarement, et lorsqu'il survenait, les cauchemars suivaient. Les scans orbitaux révélaient ce que tout le monde redoutait. L'essaim arrivait. Il y a tout juste 3 ans, New Haven était surnommé le joyau du bras d'Orion. La colonie prospérait avec 40 000 habitants de 12 espèces différentes. Ses forêts s'étendaient sur des plaines vallonnées, ses océans scintillaient sous 2 lunes jumelles, et ses villes se fondaient parfaitement dans la nature. Il ne leur restait plus que 2 semaines avant que tout ne soit détruit. 32e jour de diffusion d'urgence. Communication. L'officier Jones fit signe, ses doigts dansant sur le panneau de contrôle. Des cernes noires s'aggravaient sous ses yeux, identiques à ceux de Reed. Toujours aucune réponse de l'Alliance galactique. Reed hocha la tête sans surprise. Il se dirigea vers la grande fenêtre donnant sur la ville principale de la colonie. Les rues étaient bondées de gens portant le peu qu'ils pouvaient emporter. L'évacuation avait commencé, même si tout le monde savait qu'il n'y avait pas assez de navires pour tous les sauver. « Continuez à diffuser », ordonna Reed. Sa voix était monocorde, sans émotion. Il avait perdu espoir des semaines auparavant, mais ne pouvait pas le laisser paraître à son équipage. Les chefs devaient être forts, même lorsque la fin était certaine. Jones leva les yeux de son poste. « Monsieur, pensez-vous que quelqu'un écoute ?» La question flottait dans l'air. Reed se posait la même question chaque jour. L'Alliance galactique, le gouvernement unifié des espèces les plus évoluées, n'avait jamais pleinement accepté les humains. La Terre était classée comme un monde de la mort, une planète si dangereuse qu'elle produisait des espèces résistantes et imprévisibles. Les humains étaient tolérés, mais on ne leur faisait pas confiance. « Il y a toujours quelqu'un qui écoute, Jones », finit par dire Reed. Qu'il se soucie suffisamment d'aider est une autre affaire. L'alerte concernant l'essaim avait été donnée 3 mois plus tôt. Un vaisseau marchand avait détecté d'étranges relevés énergétiques aux confins de leur secteur. 2 semaines plus tard, la première colonie se tut, puis une autre encore. L'Alliance avait envoyé des observateurs, mais aucune aide militaire. Ils ont classé cela comme un événement de migration naturelle, regrettable, mais ne justifiant pas d'intervention. New Haven était trop loin des mondes de l'Alliance pour justifier le coût d'une mission de sauvetage. L'officier Parker entra dans la pièce, son uniforme froissé par de trop longues heures de service. « Monsieur, le groupe d'évacuation C est prêt à partir. Ça fait 8 de plus. Une centaine de personnes s'en sortiront ?» Reed hocha la tête. « Bien. Combien de vaisseaux nous reste-t-il ? Juste 3 transports de colonies. Peut-être assez pour 2000 personnes supplémentaires. » Parker n'avait pas besoin de préciser ce que cela signifiait. Plus de 35 000 personnes seraient laissées pour compte. Donnez la priorité aux enfants et à ceux qui ont des compétences essentielles, ordonna Reed, détestant chaque mot. Jouer à Dieu n'était pas ce qu'il avait prévu en devenant chef de la sécurité de New Haven. Et assurez-vous que nous ayons un nombre égal de chaque espèce. Je ne veux pas que quiconque prétende que les humains n'ont sauvé que les siens. Bien que les humains ne représentent que moins de 20% de la population de New Haven, Reed était au courant des rumeurs qui circulaient déjà selon lesquelles les officiers humains privilégieraient leurs congénères. Il avait ordonné des tirages au sort pour les lieux d'évacuation afin de mettre fin à ces rumeurs, mais la peur faisait envisager le pire. Joanne se redressa brusquement à son poste. « Capitaine, je détecte quelque chose sur les scanners longue portée. » Reed s'approcha rapidement d'elle. « Les seins ? Non, monsieur, c'est… » Sa voix s'éteignit tandis qu'elle ajustait les capteurs. « Monsieur, ce sont des vaisseaux, des centaines. Ils viennent de quitter leur vitesse de croisière à la limite de notre système. » Reed sentit son cœur se serrer. Les seins s'étaient-ils déplacés plus vite que prévu? Étaient-ils déjà hors du temps? Affiché l'écran principal. Le grand écran s'alluma, montrant un vaste champ d'étoiles avec des centaines de points brillants
se déplaçant en formation parfaite. Mais ce n'étaient pas les formes organiques des vaisseaux des saints. Ces vaisseaux étaient anguleux, blindés et de conception indéniablement humaine. Ces vaisseaux étaient anguleux, blindés et de conception indéniablement humaine. La voix de Parker était à peine un murmure. Il s'agissait d'une flotte terrestre. Reed le fixa, incrédule. La Terre n'avait pas construit de véritable flotte militaire depuis son adhésion à l'Alliance galactique il y a 60 ans. Le traité de Sol limitait strictement les vaisseaux militaires humains à des fins défensives au sein de son propre système solaire. Pourtant, il s'agissait de vaisseaux de guerre arborant l'emblème bleu et vert de la force de défense unie de la Terre, et non de vaisseaux d'exploration ou de commerce, mais de navires de guerre conçus pour un seul but. « Comment ont-ils pu nous entendre ?» demanda Jones. « Nous sommes à 60 années-lumière de la Terre. Notre appel de détresse n'aurait pas dû les atteindre. » Reed n'avait pas de réponse. L'écran principal montrait d'autres vaisseaux quittant leur vitesse de croisière, formant un écran défensif autour de la planète New Haven. Il en compta au moins 3. Des centaines de vaisseaux, beaucoup plus imposants que tout ce que l'Alliance avait déployé. « Monsieur, nous recevons une transmission de la flotte terrestre », annonça Jones, la voix pleine d'espoir. « Audio seulement. Passez. » Une voix de femme, calme et impérieuse, emplit la salle de contrôle. « Colonie de New Haven. Ici l'amiral Walker du vaisseau Resolute des Forces de défense unies. Nous avons reçu votre appel de détresse. Préparez-vous à une assistance militaire immédiate et à une évacuation limitée. Veuillez transmettre toutes les données dont vous disposez sur les saints en approche. » Reed retrouva enfin la voix. « Ici le capitaine Reed, de la sécurité de New Haven. Le chef, l'amiral Walker, vous a remercié de votre arrivée, mais il hésita, incrédule. Quelles sont vos intentions exactes ? La réponse fut sans hésitation. Nous avons l'intention de combattre, capitaine Reed. La Terre protège son peuple. Reed échangea un regard avec Jones et Parker. Aucun d'eux ne s'y attendait. L'Alliance avait considéré New Haven comme une cause perdue. Pourtant, la Terre, soi-disant puissance mineure, envoyait une flotte de combat plus grande que tout ce qu'elle avait jamais vu. « Monsieur, » dit Parker à voix basse, « ils ne sont pas venus nous évacuer. » Reed hocha lentement la tête, une étrange sensation grandissant dans sa poitrine. Il lui fallut un moment pour reconnaître qu'il n'avait pas ressenti cela depuis des semaines. De l'espoir. « Non, » acquiesça-t-il, observant les vaisseaux terriens se mettre en formation de combat autour de leur monde. Ils étaient venus pour se battre. Dans les heures qui suivirent, la colonie se transforma. La peur céda la place à la détermination lorsque les marines terriens débarquèrent et commencèrent à mettre en place des positions défensives. Les plans d'évacuation se tournèrent vers la défense. Les préparatifs. Le désespoir qui avait saisi New Haven pendant des semaines commença à se dissiper. À la tombée de la nuit, Reed se tenait sur la plateforme d'atterrissage, observant les vaisseaux terriens livrer soldats et équipements. Le ciel était peuplé de silhouettes de navires de guerre, des centaines d'entre eux montant la garde sur une colonie que même leur propre gouvernement avait abandonnée. Eux, montant la garde sur une colonie que même leur propre gouvernement avait abandonnée. Jones le rejoignit, levant les yeux vers les étoiles. Pourquoi la Terre risquerait-elle autant pour nous ? Il n'y a que quelques milliers d'humains ici. Reed n'avait pas de réponse à ce moment-là. Il l'apprendrait dans les jours à venir, en travaillant aux côtés des forces terrestres pour préparer l'arrivée de l'essaim. Les humains avaient évolué. Sur un monde qui cherchait à les tuer à chaque instant, ils avaient compris quelque chose que le reste de la galaxie avait oublié. Parfois, survivre signifiait livrer des combats que d'autres jugeaient désespérés. Les habitants du monde de la mort étaient arrivés, et ils n'étaient pas venus pour fuir. L'amiral Walker se tenait, sur le pont de l'UDF Resolute, le plus grand cuirassé jamais construit de main d'homme. L'imposant vaisseau s'étendait sur près de 2 kilomètres de la proue à la poupe, sa coque marquée des cicatrices des batailles précédentes. Contrairement aux vaisseaux racés et artistiques de l'Alliance galactique, les vaisseaux terrestres étaient conçus pour la fonction et non pour la beauté. Walker était une grande femme aux cheveux gris courts et aux yeux marqués par la guerre.
Elle étudia l'écran holographique montrant le système solaire de New Haven, son attention se portant sur la masse rouge approchant du sud galactique. L'essaim. Durée jusqu'au contact avec l'essaim, demanda-t-elle. Environ 72 heures, amiral, répondit l'officier tactique Green. Il était jeune pour son poste, mais Walker lui faisait confiance. Leur vitesse actuelle suggère qu'ils atteindront la colonie en un peu moins de 3 jours. Walker hocha la tête, son visage ne révélant rien de ses pensées. Et la colonie? Une population de 40 000 habitants, monsieur. Une espèce mixte. Environ 35 000 citoyens de l'Alliance galactique et 5 000 humains. Green hésita avant d'ajouter. Ils ont déjà commencé les évacuations, mais leur capacité de transport ne dépasse pas 5 000 personnes. L'Alliance a donc abandonné 35 000 des siens. La voix de Walker était monotone, mais tous sur la passerelle percevaient le dégoût. Rien d'étonnant. Où en sont nos forces terrestres? La première vague de Marines a déjà débarqué, amiral. Le colonel West signale qu'ils établissent des positions défensives autour du village principal. Les équipes d'ingénieurs installent des systèmes de défense automatisés. Walker se tourna vers l'officier de communication Bell. Avons-nous reçu une réponse des dirigeants de la colonie? Oui, amiral. Les équipes d'ingénieurs installent des systèmes de défense automatisés. Walker se tourna vers l'officier de communication Bell. Avons-nous reçu une réponse des dirigeants de la colonie? Oui, amiral. Le capitaine Reed demande à être transporté à bord du Resolute. Il souhaite vous rencontrer personnellement. Acquiescez à sa demande. Faites-le venir. Conduisez-le en salle de briefing dès son arrivée. Walker jeta un dernier coup d'œil à l'écran, à l'essaim de points rouges se dirigeant lentement vers New Haven, et envoya toutes les données disponibles sur l'essaim à mon terminal personnel. Je veux savoir exactement à quoi nous sommes confrontés. 1 heure plus tard, le capitaine Reed montait à bord du Resolute pour la première fois. Il n'avait jamais mis les pieds sur un vaisseau militaire humain auparavant, et les différences avec les vaisseaux de l'Alliance étaient frappantes. Là où les vaisseaux de l'Alliance étaient soins et conçus pour le confort et l'efficacité, avec de larges couloirs et un éclairage tamisé, le Resolute ressemblait à une forteresse. Les couloirs étaient étroits, mais, renforcés, les portes suffisamment épaisses pour en isoler certains passages pendant les combats, et chaque surface était conçue pour résister aux dommages. Le marine qui l'escortait, le sergent Diaz, se déplaçait, avec l'assurance d'un employé. La gravité. L'attraction terrestre était 1,2 fois supérieure à celle de New Haven, et Reed sentait la différence en marchant. « L'amiral vous attend », dit Diaz en s'arrêtant devant une lourde porte marquée « Briefing de commandement ». « Elle n'aime pas perdre de temps, monsieur. » Reed hocha la tête en guise de remerciement et entra dans la pièce. À l'intérieur, une grande table dominait le centre, entourée de chaises à ossature humaine. L'amiral Walker étudiait une projection tridimensionnelle de la planète New Haven. « Capitaine Reed, dit-elle sans lever les yeux. Merci d'être venu. Veuillez vous asseoir. » Reed prit place, se sentant étrangement petite dans ce fauteuil à taille humaine. « Amiral Walker, je dois d'abord vous exprimer la gratitude de la colonie pour votre arrivée, mais j'ai beaucoup de questions. » Walker le regarda enfin, le regard perçant et scrutateur. « J'imagine que oui. Commençons par les plus importantes. Oui, nous sommes venus pour nous battre. Non, nous ne sommes pas seulement là pour les humains. Oui, la Terre est consciente que cela viole certaines dispositions du traité de Saül. Non, on s'en fiche. » Reed cligna des yeux, surpris par sa franchise. « Comment avez-vous reçu notre appel de détresse? » Nous sommes à 60 années-lumière de la Terre. Walker appuya sur une commande et la projection changea pour montrer un petit vaisseau scientifique, l'UDF Einstein, qui testait une nouvelle technologie de communication FTL dans le secteur voisin. Ils ont capté votre signal il y a 3 semaines et, en relation avec le commandement terrestre, nous avons immédiatement envoyé la flotte. 3 semaines plus tard, le Conseil de l'Alliance débattait de l'opportunité d'envoyer de l'aide depuis 2 fois plus longtemps. Reed ne pouvait retenir l'amertume de sa voix. L'Alliance débat. La Terre agit.
Walker modifia à nouveau la projection, montrant l'essaim en approche. Maintenant, j'ai besoin de tout ce que vous avez sur ces créatures. Scanners, observations, schémas d'attaque, tout. Reed hésita. Je ne peux pas partager les renseignements de l'Alliance avec les forces terrestres. Cela violerait le protocole de sécurité colonial 35.6, termina Walker. Pour lui, le protocole qui exige également que l'Alliance fournisse un soutien militaire aux colonies directement menacées. Elle se pencha en avant. Capitaine, regardez autour de vous. Votre propre gouvernement a abandonné New Haven. Il a considéré 40 000 vies comme une perte acceptable. Nous sommes votre seul espoir, et nous devons savoir contre quoi nous nous battons. Reed la fixa du regard, comprenant le choix qui s'offrait à lui. Partager des informations confidentielles avec la Terre, enfreignant ainsi les règles de l'Alliance, ou les cacher et potentiellement condamner la colonie. L'Alliance me traduira en cour martiale pour cela, dit-il doucement. L'expression de Walker s'adoucit légèrement, seulement s'il gagne, et seulement si quelqu'un le leur dit. Au bout d'un moment, Reed fouilla dans sa poche et en sortit un petit cristal de données. Il contient tout ce que nous avons observé sur l'essaim. 3 mois d'analyse, de schémas d'attaque et d'analyse biologique des spécimens récupérés. Nos scientifiques les étudient depuis leur première apparition dans ce secteur. Walker prit le cristal, le regard empreint de respect. « Merci, capitaine. Cela sauvera des vies. »« C'est mieux, » répondit Reed, « car je viens de commettre une trahison pour vous le remettre. » L'amiral inséra le cristal dans un lecteur. Aussitôt, la projection changea pour afficher des scans détaillés des vaisseaux et des créatures de l'ESM. Walker les étudia avec une attention intense. « Ils ne formaient pas une seule espèce, » observa-t-elle. « Ils formaient un collectif. » Plusieurs espèces travaillaient ensemble comme un super-organisme. Ils lisaient, voulaient. C'est notre théorie. Ils partageaient un esprit de ruche. Si on en tuait suffisamment, les autres seraient désorganisés, mais seulement temporairement. Et leur nombre est écrasant. Le nombre seul ne permet pas de gagner une bataille, dit Walker, pas contre un ennemi préparé. Elle évoqua une autre image, celle-ci montrant la structure intérieure d'un vaisseau essaim. Leurs vaisseaux sont partiellement organiques. Cela leur confère un avantage en termes d'autoréparation, mais les rend aussi vulnérables à certains types d'attaques. Pendant l'heure qui suivit, ils analysèrent les données ensemble. Reed fut impressionné par la rapidité de compréhension et la perspicacité tactique de l'amiral. Elle posa des questions qu'aucun officier de l'Alliance n'aurait pensé à poser, cherchant des faiblesses et des schémas que d'autres avaient été manqués. À la fin de leur réunion, Walker accompagna Reed à la porte. « Mes marines se coordonneront avec vos forces de sécurité. Nous commencerons à transférer les civils essentiels vers nos vaisseaux de soutien demain, mais notre mission principale reste la défense. »« Pensez-vous vraiment que nous pouvons gagner ?» demanda Reed, formulant enfin la question qui le trottait dans la tête depuis l'arrivée de la flotte terrestre. La réponse de Walker fut simple. Les Sam n'avaient jamais affronté d'humains en nombre significatif. Ils n'avaient jamais combattu de monde de la mort. Ils ont évolué pour consommer, nous pour survivre. Nous allons leur montrer la différence. Alors que Reed s'apprêtait à retourner à la colonie, Walker ajouta une dernière chose. « Capitaine, il y a une chose que vous devez comprendre à propos des humains. L'Alliance qualifie la Terre de monde de mort, car notre planète a tenté de nous tuer à chaque instant. Nous avons appris à nous battre non pas par envie, mais par nécessité. Quand quelque chose menace notre survie, ou celle de ceux que nous protégeons, nous ne fuyons pas. Nous tenons bon. » Reed y réfléchissait en retournant à New Haven. À la surface, la colonie se transformait. Des marines terriens en armure motorisée installaient des positions défensives. Des ingénieurs construisaient des emplacements pour armes. Les navires de ravitaillement déchargeaient tôt du matériel. La peur qui avait saisi la colonie pendant des semaines se transformait en autre chose, la détermination. Les humains n'étaient pas venus les secourir ou les évacuer. Ils étaient non venus pour résister. Cette nuit-là, Reed observait depuis la fenêtre de son bureau, les vaisseaux humains continuaient à livrer soldats et matériel. La Terre s'engageait à fond dans ce combat.
un combat que l'Alliance jugeait ingagnable. Jones le rejoignit, observant l'activité en contrebas. Les marines humains disent avoir déjà affronté des épreuves bien pires. Vraiment? Demanda Reed. Jones haussa les épaules. Ils disent que toute leur histoire est confrontée à des épreuves bien pires. Quelque chose à propos de leur évolution sur une planète qui tentait de les tuer chaque jour. Elle marqua une pause. Crois-tu qu'on puisse gagner? Reed repensa aux paroles de Walker, aux habitants de Death World, et à ce que signifiait évoluer sur une planète hostile. Je ne sais pas, admit-il. Mais pour la première fois, je pense qu'on a une chance. En contrebas, les soldats terriens poursuivaient leurs préparatifs. La bataille pour New Haven allait commencer. Le lieutenant Tess Davis essuya la sueur de son front en achevant l'installation de la dernière tourelle de défense. Les fils jumeaux de New Haven s'acharnaient sans relâche, rendant son blindage motorisé inconfortablement chaud malgré ses systèmes de refroidissement. Elle travaillait sans relâche depuis 18 heures, mais n'avait pas le temps de se reposer. L'essaim arriverait dans moins de 2 jours. Le raccordement électrique est terminé, annonça-t-elle en reculant pour admirer son travail. Le canon à plasma lourd était l'une des 20 armes de ce type que son équipe avait installées autour de la ville principale de la colonie. Elle n'était pas élégante, contrairement à la technologie terrestre, mais elle délivrait une puissance de feu dévastatrice en cas de besoin. Serait-ce suffisant? Demanda Miller, l'un des ingénieurs de la colonie qui avait aidé son équipe. C'était un homme grand et mince, aux mains à 4 doigts, pas humain, mais suffisamment semblable en apparence pour qu'il puisse travailler côte à côte sans adaptation particulière. Davis vérifia le système de ciblage de l'arme avant de répondre. Seul? Non. Rien ne suffit contre l'essaim, mais cela fait partie d'un plan plus vaste. Elle désigna les collines ou d'autres. Équipes installaient des armes plus puissantes. Ce sont des moteurs de masse. Ils lanceront des projectiles métalliques en orbite à des vitesses extrêmes. Et là-haut, elle désigna le ciel où des vaisseaux terrestres se déplaçaient en formation. Ils posent dans des mines et préparent des armes embarquées. Tout est lié. Miller semblait sceptique. L'Alliance affirme que l'essaim est imbattable, qu'ils sont trop nombreux. Davis renifla. L'Alliance dit beaucoup de choses. Elle commença à ranger ses outils. On s'est déjà retrouvé dans cette situation. Combattre l'essaim, se battre alors que d'autres disaient que c'était sans espoir. Davis chargea son sac. C'est un peu notre spécialité. Alors qu'il retournait au centre de commandement, Miller posa la question que beaucoup de colons se posaient. « Pourquoi es-tu venu ? La Terre n'a pas d'alliance formelle avec nous. La plupart d'entre nous ne sommes même pas humains. » Davis le regarda. « Il y a des humains ici. Ça suffit. Mais risquer toute ta flotte de combat ? La Terre est différente, expliqua-t-elle. La plupart des espèces de l'Alliance ont évolué dans des environnements pacifiques. Nous avons évolué en étant chassés. Cela change notre perspective. » Miller réfléchit à cela. Le monde de la mort? Chose? C'est pour ça que les humains sont prêts à livrer des batailles que d'autres fuient? Davis sourit. Nous ne savons pas abandonner. Parfois, c'est notre plus grande faiblesse. Aujourd'hui, c'est peut-être notre plus grand espoir. En orbite au-dessus de New Haven, l'amiral Walker tenait un dernier briefing avec ses capitaines de vaisseaux. L'écran holographique affichait la position de chaque vaisseau terrestre, de la colonie en contrebas et de l'essaim en approche. « L'essaim arrivera dans 38 heures, annonça-t-elle aux officiers rassemblés. D'après les données du capitaine Reed et nos propres analyses, nous estimons que leur force sera composée d'environ 3000 vaisseaux de différentes tailles. » Le capitaine Torres de l'UDF siffla. « C'est une chance sur 3 contre nous. » Walker hocha la tête. La sagesse populaire dit qu'ils sont imbattables. La stratégie de l'Alliance est l'évacuation et le confinement. Laissons-les faire ce qu'ils veulent en espérant qu'ils passent à autre chose. Son expression se durcit. Mais nous ne sommes pas l'Alliance. Nous avons évolué sur un monde de mort où tout cherchait à nous tuer. Nous savons ce que signifie lutter pour survivre. Elle élargit l'affichage tactique. L'ESM n'a jamais rencontré d'humains en nombre significatif auparavant.
Ils ignorent de quoi nous sommes capables, et cela nous donne un avantage. Son plan était audacieux. Au lieu de tenter de défendre directement la colonie, il l'utiliserait comme appât, attirant l'essaim dans un piège soigneusement préparé, où les vaisseaux terrestres pourraient exploiter leur puissance de feu supérieure. Fazanta kita, amban chiamwa, poursuivit Walker en mettant en évidence des zones spatiales autour de New Haven. Nous avons placé des mines antimatière camouflées sur ces vecteurs d'approche. Lorsque l'essaim entrera dans le système, ils les frapperont en premier. Le capitaine Lee de l'UDF Thunderchild leva la main. Ne détecteront-ils pas les mines? Pas d'après les données. L'essaim s'appuie principalement sur des capteurs biologiques. Elles détectent que la vie, l'énergie, les émissions et la chaleur. Nos mines n'en émettent aucune. Elles devraient être invisibles jusqu'à leur explosion. Elle passa à la phase suivante du plan. Une fois la première vague déjouée, notre flotte émergera de sa cachette derrière la lune de New Haven. Nos canons électriques et nos armes cinétiques cibleront leurs plus gros vaisseaux. D'après les données de Reed, les coques biologiques de l'essaim sont très résistantes aux armes énergétiques, mais vulnérables aux impacts physiques. Les capitaines acquiescèrent. Cela correspondait à ce qu'ils avaient observé lors de précédentes rencontres de moindre envergure. Pendant ce temps, poursuivit Walker, des moteurs de masse terrestre créeront une barrière de projectiles hypervéloces en orbite basse, empêchant les petits vaisseaux de l'essaim d'atterrir. Pour ceux qui survivront, nous avons des unités de marine et des tourelles de défense déployées autour de la colonie. Enfin, elle a révélé la partie la plus audacieuse du plan. Pour la phase 3, nous avons converti 30 cargos sans pilote en bombes géantes chargées de dispositifs à fusion expérimentaux. Lorsque l'essaim aura déployé toute sa puissance, nous les attirerons en position et ferons exploser ces vaisseaux, ce qui devrait éliminer une partie importante de leur flotte. Et faire exploser ces navires, ce qui devrait éliminer une partie importante de leur flotte. La salle était silencieuse, tandis que les capitaines assimilaient le plan. Des questions? Demanda Walker. Torres prit la parole le premier. Amiral, avec tout le respect que je vous dois, ce plan de bataille ne ressemble à aucun autre que l'UDF ait jamais mis en œuvre. Le risque pour notre flotte est acceptable comparé à l'alternative. Walker termina à sa place. Si les SEM s'emparent de New Haven, ils auront un point d'appui dans ce secteur. La prochaine colonie est à seulement 10 années-lumière, avec une population de plus de 100 000 habitants. Après cela, ils auront un accès libre à 3 autres colonies humaines. Elle regarda autour d'elle. On les arrête ici, ou on livrera une bataille encore pire plus tard. Je ne vois pas d'autre option. Et vous? Personne ne m'a proposé d'alternative. Bien, retournez à vos navires et préparez vos équipages. On vous a congédiés. Alors que les capitaines sortaient, le capitaine Reed entra dans la salle de briefing. Il avait suivi la présentation depuis le fond. « C'est votre plan ?» demanda-t-il. « Utiliser la colonie comme appât ?» Walker soutint son regard. « Cela nous donne les meilleures chances de succès. Et si ça échoue, si l'essaim perce, alors nous procéderons à une évacuation d'urgence et les retiendrons le plus longtemps possible. » La voix de Walker était calme. « Mais ça n'échouera pas. » Reed étudia son visage. « Comment pouvez-vous encore en être si sûr? Parce que dans toute l'histoire, l'essaim n'a jamais affronté une force de défense humaine unie. Ils ont détruit des colonies isolées ou combattu des vaisseaux de maintien de la paix de l'Alliance. Ils n'ont jamais affronté des humains prêts à la guerre. » Reed y réfléchit. La confiance des forces terrestres était sans commune mesure avec tout ce qu'il avait pu observer chez les militaires de l'Alliance. Ils ne se contentaient pas d'obéir aux ordres. Ils croyaient pouvoir gagner. « Votre peuple se prépare comme s'il l'avait déjà fait », observa-t-il. Le sourire de Walker était sombre. Les humains mènent des combats acharnés depuis bien avant leur départ de la Terre. Notre histoire est jalonnée de petites forces qui ont vaincu les plus grandes grâce à la stratégie, au sacrifice et à l'obstination. C'est dans notre sang. À la surface, Davis mena son équipe vers leur prochaine mission. Piéger le pont principal de la colonie, avec des explosifs en dernier recours si l'essaim venait à percer.
Tandis qu'ils travaillaient, les colons étaient organisés en équipes d'intervention d'urgence. Ceux qui ne pouvaient pas combattre étaient montés transférés vers des bunkers sécurisés ou préparés à une éventuelle évacuation. La colonie, paralysée par la peur quelques jours auparavant, bourdonnait désormais de détermination. Les marines humains travaillaient aux côtés des forces de sécurité de la colonie, leur enseignant des tactiques pour combattre les Saints au corps Teonisakor. Viser le nerf central, expliqua un sergent des marines à un groupe de garde de la colonie, en montrant le schéma d'un SM. Guerriers, les armes énergétiques sont inefficaces contre leur enveloppe extérieure, mais les projectiles physiques la pénètrent. À défaut d'armes à feu, utilisez des lames ou des gourdins, tout ce qui peut écraser ou percer. Davis observait les colons écouter attentivement. Ou Pierce. Davis observait les colons écouter attentivement. Nombre d'entre eux appartenaient à une même espèce. L'Alliance, considérée comme pacifique par nature, avait évolué sur des mondes sûrs, sans prédateurs ni menaces naturelles. Pourtant, ils étaient là à apprendre à se battre. Seront-ils prêts? Demanda Miller en la rejoignant. Davis haussa les épaules. Prêt ou non, le combat approche. Mais avoir une chance vaut mieux que rien. Autour d'eux, la colonie se transforma. Les bâtiments se fortifièrent. Les positions se développèrent. Les rues furent piégées pour les forces terrestres. Les civils apprirent sur les protocoles d'urgence. En orbite, la flotte terrestre acheva ses préparatifs. Les vaisseaux se mirent à se cacher. Les armes étaient rechargées. Les équipages se reposaient autant que possible avant la bataille à venir. Sur le pont du Resolute, l'amiral Walker observait les derniers éléments de son plan se mettre en place. Les Saints n'étaient plus qu'à 30 hormers de là. Bientôt, ils apprendraient ce que signifiait affronter les habitants du monde de la mort au combat. La Terre n'avait pas envoyé d'aide à New Haven. Ils n'avaient pas envoyé de vaisseaux d'évacuation. Ils avaient envoyé leur flotte et avec elle un message à la galaxie. Les humains protégeaient les leurs et tous ceux qui étaient sous leur protection, quoi qu'il arrive. La bataille pour New Haven allait commencer. Ils sont là. Les mots résonnèrent dans le centre de commandement tandis que les capteurs longue portée de New Haven détectaient net la première vague de vaisseaux SM entrant dans le système. Le capitaine Reed se tenait aux côtés de l'amiral Walker sur le pont du Resolute, observant l'ennemi apparaître sur l'écran principal. Un vaste nuage de vaisseaux organiques qui semblait obscurcir l'espace. « Tellement nombreux !» murmura Reed. Même après des semaines de préparation, le spectacle était terrifiant. Le visage de Walker restait impassible. Le nombre ne fait pas tout. Tout. Les vaisseaux maintiennent le silence sur les communications, leur système d'armes en alerte. La flotte terrestre était dissimulée derrière la lune de New Haven, invisible à l'essaim qui approchait. Sur la planète en contrebas, les systèmes de défense étaient prêts, mais inactifs, n'émettant aucune signature énergétique susceptible de révéler leur position. L'essaim se rapprocha, suivant exactement la trajectoire prévue par Walker. Ignorant les tentatives de communication habituelles, ils se dirigèrent droit vers la colonie, comme lors des précédentes attaques. « Ils entreront dans le champ de mine dans 30 secondes », annonça l'officier tactique Green. Walker hocha la tête. « À tous les vaisseaux, préparez-vous pour la première phase. » Reed retint son souffle tandis que les premiers vaisseaux de l'essaim franchissaient la ligne invisible. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis, l'espace lui-même sembla exploser. Les mines d'antimatière camouflées explosèrent en séquence rapide, créant une série d'explosions spectaculaires qui se répercutèrent toutes sur les premières lignes de l'essaim. Des centaines de leurs petits vaisseaux disparurent instantanément, vaporisés. Sous l'énorme dégagement d'énergie, Green cria, touché directement. On estime que 30% de leurs forces avancées avaient été détruites, mais l'essaim était immense. Les vaisseaux restants ajustèrent simplement leur cap et poursuivirent leur progression, contournant la dévastation comme l'eau autour des rochers. « Ils s'adaptent », observa Walker. « Comme prévu. » Exécution de la phase 2. De l'autre côté de la passerelle, l'officier de communication Bell relaya l'ordre.
Tous, les vaisseaux lancent l'attaque. Batterie terrestre, prête à intervenir. La flotte humaine émergea de sa cachette, ses canons électriques massifs tirant à hyper-vélocité des obus qui déchirèrent les vaisseaux de l'essaim. Contrairement aux armes énergétiques auxquelles les carapaces de l'essaim pouvaient résister, ces armes cinétiques brisaient leur coque comme du verre. Sur la planète en contrebas, le lieutenant Davis observait depuis son poste de commandement la bataille éclater en orbite. Le ciel nocturne s'illumina d'explosions, visibles même à travers l'atmosphère. Batterie terrestre, en service, signala-t-elle sur le canal de communication, en attente de cible. Elle n'eut pas à attendre longtemps. L'essaim, pleinement conscient de la menace, divisa ses forces, la moitié engageant la flotte humaine, tandis que le reste est accéléré vers la planète. « Ils foncent », annonça Davis. Toutes les batteries se préparèrent à tirer. Alors que l'essaim approchait de l'atmosphère de New Haven, les moteurs de masse terrestre activèrent d'énormes canons électromagnétiques projetant des tonnes de métal surchauffé en orbite basse, créant une barrière mortelle qui déchira des dizaines de vaisseaux de l'essaim en approche. Mais le nombre de ses membres était écrasant, même s'ils mouraient par milliers. Ils poursuivirent leur progression. Plusieurs réussirent à se faufiler à travers le barrage, fonçant vers la colonie comme des étoiles filantes. « Impact imminent !» cria Davis, tandis que ses systèmes de suivi indiquaient la percée de vaisseaux SM. Tout le personnel se préparait à l'engagement au sol. Le premier vaisseau SM s'écrasa à 2 kilomètres des limites de la colonie, sa coque organique se fendant, libérant des dizaines de guerriers insectoïdes. Chacun mesurait plus de 2 mètres de haut, avec de multiples membres terminés par des armes naturelles, des griffes, des dardes et des lames tranchantes. Davis activa son armure motorisée et vérifia ses armes. Toutes les unités formaient des lignes défensives. Souvenez-vous de votre entraînement. Les armes à énergie, qui ne font que des dégâts, sont inefficaces. Alors que de plus en plus de vaisseaux de l'essaim atterrissaient, les marines humains se sont déplacés pour les intercepter. C'est là que les forces terrestres ont véritablement démontré leur force. Les armures motorisées ont amélioré leur capacité physique déjà considérable, leur permettant de rivaliser avec les guerriers, de l'essaim au corps à corps. Davis a conduit son escouade vers le site du crash le plus proche, le sol tremblant sous ses pieds, alors que d'autres vaisseaux de l'essaim s'écrasaient à proximité. À travers son casque, elle pouvait voir les guerriers de l'essaim jaillir de leurs vaisseaux brisés, se déplaçant avec une coordination surnaturelle selon les directives de leur esprit de ruche. « Attaque !» ordonna-t-elle, et son escouade ouvrit le feu avec des obus explosifs et des balles perforantes. La bataille devint rapidement chaotique. Les guerriers de l'essaim chargèrent par vagues, apparemment indifférents à leur propre survie. Pour chaque marine tuée, 3 autres le remplaçaient. Mais les humains tinrent bon, leur entraînement et leur technologie leur donnant un avantage dans ce combat brutal. Miller, l'ingénieur de la colonie, avait rejoint une unité de soutien fournissant munitions et aide médicale aux lignes de front. Il observait, émerveillé, les marines humains se battre avec une férocité qu'il n'aurait jamais imaginé possible chez aucune espèce. « Ils n'ont même pas peur !» dit-il à un autre colon, tandis qu'il s'empressait d'apporter des provisions. « Ils viennent de la terre, colon !» tandis qu'il s'empressait d'apporter des provisions. « Ils viennent de la terre !» répondit son compagnon, comme si cela expliquait tout. Et peut-être bien. En orbite, la bataille spatiale s'était transformée en une mêlée tourbillonnante. L'essaim, conscient de la menace, concentra ses attaques sur les plus gros vaisseaux humains. L'UDF Dauntless était encerclé par des vaisseaux ennemis, sa coque étant percée en plusieurs sections. L'EDF Dauntless était encerclé par des vaisseaux ennemis, sa coque étant percée en plusieurs sections. Le Dauntless subit de lourds dégâts, rapporta Green. Le capitaine Torres demande une assistance immédiate. Walker étudia l'affichage tactique. Négatif. Tous les vaisseaux maintiennent leur position. L'essaim est en train de tout attaquer, exactement comme nous le souhaitions. Elle se tourna vers Bell, signaler les cargos, exécuter la phase finale.
Sur le champ de bataille, 30 cargos non identifiés, restés immobiles, activèrent soudainement leurs moteurs. Ils se dirigèrent Bezdato vers des positions prédéterminées au sein de la flotte de l'Essaim, semblant fuir paniqués. L'Essaim, flairant une proie facile, les poursuivit et les encercla. Cargos in position, confirma Bell. Détonation dans 10 secondes. Walker se tourna vers Reed. Vous devriez vous protéger les yeux, capitaine. Avant que Reed puisse demander pourquoi, l'écran tactique s'illumina d'un blanc éclatant. Les cargos, chargés de bombes à fusion expérimentales, explosèrent simultanément. L'explosion était visible depuis la surface de New Haven, un nouveau soleil apparaissant brièvement dans le ciel. Lorsque la lumière s'éteignit et que les capteurs purent en fonctionner à nouveau, la majeure partie de la flotte de l'Essaim avait été vaporisée. Les vaisseaux restants, soudainement coupés de leur intelligence collective, se replièrent en désordre. La phase 3 s'est terminée, annonça Green, la voix emplie d'admiration. L'efficacité de la flotte ennemie est réduite d'environ 80%. Walker s'autorisa un léger sourire. Ordonnez à tous les vaisseaux restants de poursuivre et d'éliminer tous ceux qui battent en retraite. Nous ne pouvons laisser personne s'échapper et faire notre rapport. Au sol, l'effet fut immédiat. Sans directive de la ruche, les guerriers de l'Essaim furent désorientés. Leurs attaques perdirent leur coordination, les rendant vulnérables aux forces humaines, innesses organisées. Davis et ses marines profitèrent méthodiquement de l'avantage, éliminant les créatures désorientées. « Avançons », ordonna-t-elle. « Ne leur laissez pas le temps de se regrouper. » À l'aube, la bataille était terminée. Les forces restantes de l'Essaim avaient été éliminées, tant dans l'espace qu'au sol. La colonie avait subi des dommages lors des combats, mais restait largement intacte. Plus important encore, les pertes civiles furent minimes. Le plan défensif avait fonctionné. Davis se tenait au sommet d'une colline surplombant la colonie au lever du soleil, son armure égratignée et cabossée par les combats de la nuit. Miller la rejoignit, observant les vestiges fumants des vaisseaux d'Essaim éparpillés dans le paysage. « Nous avons gagné », dit-il avec incrédulité. « Nous avons vraiment gagné. » Davis retira son casque, laissant la brise matinale lui rafraîchir le visage. « Tu doutais que nous aurions gagné ?» L'Alliance disait que l'Essaim était invincible, qu'il était une force de la nature. L'Alliance avait tort. Davis leva les yeux vers le ciel, où des vaisseaux terriens évoluaient encore en formation, sécurisant le système. L'Essaim n'avait jamais affronté d'humains auparavant. Ils ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient. En orbite, l'amiral Walker et le capitaine Reed se tenaient sur le pont d'observation du Resolute, observant New Haven. La planète portait encore les stigmates de la bataille. Cratères d'impact des vaisseaux Essaims écrasés, bâtiments endommagés, forêts brûlées. Fedette avait survécu. « Le nettoyage prendra des semaines, » dit Reed, « mais grâce à vous, nous avons le temps. » Walker hocha la tête. « Mes ingénieurs participeront aux réparations. Nous avons également envoyé un message à la Terre pour demander des forces supplémentaires afin d'établir une base de défense permanente dans ce système. » Reed la regarda avec surprise. « Permanente? Mais l'Alliance ?»« L'Alliance vous a abandonné, » lui rappela Walker. « Ils ont perdu le droit de se plaindre de qui vous protège désormais. » Sous eux, les vaisseaux de secours étaient tôt prêts à atterrir pour secourir les blessés et commencer les réparations. La bataille de New Haven était terminée. La Terre avait résisté et gagné. 3 jours après la bataille, le capitaine Reed se tenait aux côtés de l'amiral Walker sur le pont d'observation du Resolute, observant les équipes de réparation s'atteler à la restauration des infrastructures de New Haven. La colonie était en pleine effervescence. Des équipes d'ingénieurs terriens travaillaient aux côtés des colons pour reconstruire les bâtiments endommagés. Des vaisseaux médicaux étaient arrivés de la Terre, apportant du matériel et de l'aide aux blessés. Des plateformes de défense étaient en construction en orbite, créant un bouclier permanent autour de la planète. « L'Alliance sera là d'ici une semaine, » dit Reed à voix basse. Ils envoient une délégation diplomatique pour remercier officiellement la Terre de son intervention. Le rire de Walker fut bref et dénué d'humour. Maintenant, ils s'intéressent à eux. Il n'a fallu que détruire la flotte de l'Essaim pour attirer leur attention.
Reed se tourna vers elle. « Tu as tout changé, tu sais. L'Alliance fuit les saints depuis des décennies. Vous avez prouvé qu'on peut les combattre. » « Nous sommes de la Terre, » répondit simplement Walker. « Nous n'avons pas le luxe de fuir. Notre planète est tout ce que nous avons. » Un officier subalterne s'approcha avec une tablette de données. Walker l'examina et acquiesça. L'opération de nettoyage est en avance sur le calendrier. La colonie sera entièrement sécurisée avant l'arrivée de l'Alliance. Reed hésita avant de poser la question qui le tracassait. Pourquoi la Terre était-elle vraiment venue? Il n'y avait que quelques milliers d'humains. Ici, ça ne valait pas la peine de risquer toute sa flotte de combat. Walker resta silencieux un long moment avant de répondre. Lorsque les humains ont rejoint la communauté galactique, nous étions considérés comme des habitants de la mort. Dangereux, imprévisibles, à peine civilisés. L'Alliance nous tient à distance, craignant nos actions. Elle fit un geste vers la colonie en contrebas. Mais venir d'un monde de la mort signifie comprendre quelque chose que le reste de la galaxie ignore. Survivre exige des sacrifices et parfois, se battre pour les autres est la clé de son salut. Elle lui tendit un bloc de données. La Terre offre officiellement sa protection militaire à New Haven et à toutes les autres colonies de ce secteur. Nous construisons une base permanente dans ce système. Reed était stupéfait. L'Alliance ne le permettra pas. L'Alliance a abandonné. Toi, lui rappela Walker. Et maintenant, ils savent de quoi les humains sont capables. Ils peuvent soit accepter notre aide, soit nous regarder défendre nos intérêts. Une semaine plus tard, le lieutenant Davis se tenait au garde-à-vous, tandis que le vaisseau diplomatique de l'Alliance atterrissait au spatioport récemment reconstruit de New Haven. L'imposant vaisseau contrastait fortement avec les vaisseaux humains, élancés, élégants et clairement conçus pour le confort plutôt que pour le combat. L'ambassadeur Wilson, représentant de la Terre auprès de l'Alliance, était arrivé la veille pour mener les négociations. Il s'avança alors pour saluer la délégation de l'Alliance à sa descente du vaisseau. L'ambassadeur Lee Wilson lui dit en guise de salutation traditionnelle de l'Alliance : « Bienvenue à New Haven. Nous sommes honorés de votre présence. » Et salutation de l'Alliance. « Bienvenue à New Haven. Nous sommes honorés de votre présence. » L'ambassadeur Lee était grand et mince, avec la peau bleue caractéristique du peuple tellurien, l'une des espèces fondatrices de l'Alliance. Son expression, tandis qu'il observait le spatioport, était soigneusement neutre, mais Davis lut la surprise dans ses yeux. « Ambassadeur Wilson, » répondit Lee. Le Conseil de l'Alliance exprime sa gratitude pour l'intervention de la Terre dans cette affaire. Wilson sourit. Nous étions heureux d'aider nos amis dans leur détresse. Le regard de Lee se porta sur le marine humain au garde-à-vous, puis sur les vaisseaux terrestres visibles dans le ciel. « Je vois que vous avez établi une présence remarquable ici. Une mesure de sécurité nécessaire, » répondit Wilson d'un ton sec. « Les saints pourraient revenir. L'Alliance dispose de stations de surveillance dans tout ce secteur, » dit Lee. « Nous pouvons fournir une alerte rapide si nécessaire, comme vous l'avez fait cette fois-ci. » Ces mots provenaient du gouverneur Price, chef civil de New Haven, qui avait rejoint le groupe d'accueil. Son ton était poli, mais il avait une certaine acuité. Lee a eu la grâce de paraître mal à l'aise. « Le Conseil m'a autorisé à présenter des excuses officielles pour le retard de réponse à vos appels de détresse. Il y a eu des complications de procédure. »« Des complications de procédure, » répéta Price. 40 000 vies étaient en jeu. Et grâce à l'aide de la Terre, ces vies ont été sauvées, s'empressa de dire Lee. Le Conseil de l'Alliance tient à exprimer sa plus profonde gratitude à la Terre pour son intervention opportune. Davis observa le ballet diplomatique avec intérêt. Les représentants de l'Alliance étaient visiblement mal à l'aise face à la présence militaire humaine, mais tout aussi peu disposés à la contester directement. Plus tard dans la journée, alors que les négociations officielles débutaient dans le principal bâtiment administratif de la colonie, Davis se retrouva affectée à la sécurité. Elle se tenait au fond de la salle, écoutant l'ambassadeur Wilson présenter la position de la Terre. La Terre étend officiellement sa protection à New Haven
et à toutes les colonies de ce secteur, a déclaré Wilson. Nous établissons une base de défense permanente dans ce système avec le plein consentement du gouvernement colonial. L'ambassadeur Lee fronça les sourcils. Cela violerait plusieurs dispositions du traité de Saül, qui limite les opérations militaires de la Terre à son système d'origine. Le traité garantit également la protection de l'Alliance à toutes les colonies membres, rétorqua Wilson. Cette protection n'a pas été assurée. Le traité a déjà été rompu, pas par nous, mais par l'Alliance. Le gouverneur Price acquiesça d'un signe de tête. New Haven a voté à l'unanimité pour accepter la protection de la Terre. Nous avons modifié notre charte coloniale en conséquence. Lee parut alarmé. Gouverneur, de telles actions nécessitent l'approbation du Conseil de l'Alliance. On ne peut pas agir unilatéralement. Nous l'avons fait, tout simplement. Price interrompit. Lorsque l'Alliance nous a abandonnés, vous avez perdu le droit de dicter nos mesures de sécurité. Les négociations se poursuivirent pendant des heures, aboutissant finalement à un compromis. La Terre maintiendrait une présence défensive limitée dans le système de New Haven, tandis que l'Alliance renforcerait ses propres patrouilles de sécurité dans les secteurs voisins. Les deux camps savaient que ce n'était que du spectacle. La Terre n'avait aucune intention de partir, et l'Alliance n'avait aucun moyen de la forcer à partir, sans risquer un conflit ouvert. À la fin de la réunion, Davis fut approché par Miller, qui servait de conseiller technique au gouvernement colonial. « Alors, est-ce vrai ?» demanda-t-il doucement. « La Terre reste ?» Davis hocha la tête. « Nous ne partons pas. La construction de la base permanente commence demain. » Miller sourit. « Bien. La colonie se sent plus en sécurité en te sachant là. » Il hésita avant d'ajouter. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit à propos des humains évoluant sur un monde qui a tenté de te tuer. Je crois comprendre maintenant pourquoi tu te bats si fort. » « Ce n'est pas seulement une question de force, » répondit Davis. « Il s'agit de savoir que parfois, survivre signifie tenir bon, même lorsque les chances sont contre nous. » Un mois plus tard, Reed se tenait aux côtés de Walker sur une colline surplombant la colonie. New Haven avait été transformée. Les dégâts de la bataille furent réparés et de nouvelles constructions élargirent les frontières de la colonie. Les drapeaux de la force de défense terrienne flottaient aux côtés des bannières de l'Alliance, symbole visible du nouvel ordre. « L'Alliance se plaint encore, » commenta Reed. « Mais ils ne feront rien, » acquiesça Walker. « Ils ont trop peur de ce qui arriverait s'ils nous poussaient. Et ils ont raison, parce que vous vous battriez, parce que nous gagnerions. » Walker répondit simplement. « La bataille contre les saints a prouvé ce que les humains ont toujours su. Nous sommes plus forts que la galaxie ne le pense. » Dans les années qui suivirent, de plus en plus de colonies se tournèrent vers la Terre, plutôt que vers l'Alliance, lorsqu'elles étaient menacées. L'armée terrestre s'étendit au-delà de son système d'origine, établissant des bases dans les régions habitées par les humains. Le terme « mort-monde » changea, passant d'insulte à marque de respect. L'essaim finit par revenir aux confins de l'espace de l'Alliance, mais évita soigneusement les systèmes protégés par les forces humaines. Ils avaient appris ce que le reste de la galaxie commençait à comprendre. Lorsque les habitants des mondes mortels sont arrivés, ils n'ont pas envoyé de colis d'aide ni de vaisseaux d'évacuation, mais des flottes. La galaxie s'en est trouvée plus sûre.